Bonsoir. Bonsoir et merci d'être ici. Je suis très heureux qu'on reçoive Jonas Delaborde qui va donc nous parler de Pascal Doury, cet artiste que vous avez peut-être pu découvrir dans l'exposition que David Douard a conçue pour la Fondation Pernod Ricard. David qui est là et qui peut-être un peu plus tard échangera avec Jonas quelques mots sur ce travail. Jonas, je te présente rapidement. Tu es artiste. Certains t'ont connu avec Hendrik Egre, qui est là également ce soir. Je ne sais pas eux. Et ben voilà, il suffit de l'appeler. Dans un travail de dessin, dans un travail, disons, également de poésie. Et désormais, tu te consacres également à la recherche, puisque tu es inscrit en thèse, alors j'ai noté, pour pas dire de bêtises, en histoire de l'art à Paris-Nanterre, donc sous la direction de Marc Décimo. Ta thèse s'intitule Gravezine. Tu fais commencer ça en 1978. C'est donc Gravezine entre expression individuelle, phénomène collectif et lecture institutionnelle. Peut-être que tu nous en diras un petit mot. Et voilà, donc là tu vas nous présenter ce travail qui est une autre recherche que tu as menée un peu avant. Ouais. Et on t'écoute et on échangera après avec toi. Merci Jonas. De rien. Donc bonjour. Merci à Franck Balland et merci à David Douard de me permettre de parler de Pascal Doury dans ce contexte. Quand j'ai préparé cette intervention, je me suis rendu compte que ce n'était pas évident de trouver un angle pour parler de Pascal Doury à la Fondation Ricard, déjà parce que ce qui est montré de Pascal Doury dans l'exposition, ce n'est pas son œuvre, c'est des photos de son appartement prises par un de ses amis après son décès. Et donc, si œuvre il y a, c'est très dérivatif. Ce que j'ai compris en échangeant un peu avec David au téléphone, c'est qu'il s'agissait de faire référence à Pascal Doury, mais aussi à sa fille, Dora Diamant Doury, qui est décédée en 2020. Alors effectivement, le père a beaucoup travaillé avec la fille, que ce soit en tant que personnage de pas mal de livres, mais que ce soit aussi en tant que collaboratrice. Mais il me semble que Dora a aussi son propre parcours, sa propre identité. Enfin, il y avait quelque chose qui était un peu compliqué dans le... Enfin, c'est pas si compliqué que ça, mais qui n'était pas une évidence quand il s'agissait de préparer cette intervention. Ma propre compréhension de l'œuvre de Doury, elle est, je crois, différente de celle de David. Moi, j'ai découvert son travail à la librairie Un Regard Moderne quand j'étais étudiant en Beaux-Arts, donc il y a entre 15 et 20 ans de cela. Ça m'a fait forte impression. Et par ailleurs, comme l'a dit Franck, j'ai mené une recherche sur Elles sont de sortie, qui est donc le collectif qu'a créé Pascal Doury, quand j'ai repris des études d'histoire de l'art en master, en M2, comme on dit. Le travail que j'ai mené en master va d'ailleurs trouver une finalité dans un livre qu'on prépare avec Anna Le Gemtel, ici présente, et avec Tiffany Blanc, qui s'occupe des éditions de l'Amazone, et qui ne devrait pas tarder à être fini. C'est dans ce contexte de recherche sur Elles sont de sortie que j'ai mené une enquête en fait, sur Doury et sur Bruno Richard, son partenaire. Cette enquête m'a mené dans les archives personnelles de Bruno Richard, mais aussi dans des archives plus institutionnelles comme au Musée d'Art moderne de la ville de Paris ou au CNEAI, où ils avaient pas mal de choses. Une chose que je voulais aussi préciser en entrée, c'est que la forte impression que ça m'a fait m'oblige, dans un sens moral, comme une dette que j'ai envers cette œuvre. Donc je ne suis pas particulièrement ni objectif, ni en retrait de ce que je vais dire. J'ai la conviction qu'une des forces de l'œuvre de Doury, c'est qu'elle se renouvelle, elle parcourt un certain nombre de champs. Elle démarre, on va le voir, dans l'illustration, mais elle va bien ailleurs. Donc je réfléchissais à ça en me demandant comment j'allais, sans être trop long et trop dense, pouvoir rendre compte de cette trajectoire-là assez singulière. Donc j'ai fait un plan
très sérieux. Donc je vais commencer par parler du début d'Elles sont de sortie. Je vais aussi parler du contexte d'apparition d'Elles sont de sortie. Je vais parler donc ensuite de ce que c'est spécifiquement Elles sont de sortie. Ensuite, je vais parler de quelques numéros, puisque c'est une revue notamment, de quelques numéros qui ont été pilotés essentiellement par Doury. Bonjour. Ensuite, je vais parler des relations qui me semblent assez compliquées avec l'institution et de quelques aspects spécifiques de l'œuvre de Doury qui méritent, je crois, qu'on s'y attarde. Une autre question que je me suis posée en préparant l'intervention, c'est que donc on est ici à la Fondation Ricard, qui est une fondation qui soutient la création contemporaine, l'art contemporain, et Pascal Doury avait un rapport assez ambivalent, pour le moins, avec la question de l'institution. Ça va être quelque chose sur lequel je vais un peu revenir, mais je ne voudrais pas procéder à une sorte d'opération de captation d'un artiste assez singulier ou plaquer une grille de lecture strictement art contemporain sur Doury. Tout ça est un peu compliqué, donc il y a une sorte d'équilibre à trouver. Même s'il a fait preuve d'ambiguïté, il y a un fort désir d'être artiste chez lui, d'être artiste reconnu. Enfin, il y a quelque chose qui est pas résolu. Et l'autre chose que je veux éviter, c'est que Doury a travaillé avec des gens qui ont une fortune critique bien plus riche que la sienne, puisqu'il a travaillé avec Christophe Darcos, il a travaillé avec Charles Penquin, ils se sont croisés et appréciés avec Hans-Peter Feldman. Je ne voudrais pas non plus que cette proximité-là soit utilisée pour valoriser un travail qui n'en a pas besoin. Il me semble que l'œuvre de Doury, elle est riche et elle est dense, sans avoir besoin de faire une sorte de valorisation par association. Donc je démarre sur une photo qui n'est pas dans la sélection de David, même s'il y en a une qui est cadrée quasiment pareil, parce qu'on voit le cimetière de Bagneux par la fenêtre. Et donc quand il était malade, on m'a raconté que c'était une perspective qui le plongeait dans un état pas très joyeux. À la fin de sa vie. Donc ça a été assez brutal, la fin de sa vie. Donc il est né en 56, d'une mère femme de ménage et d'un père inconnu. Il y a des rumeurs sur... enfin, lui croyait savoir qui était son père, mais ça n'a jamais été avéré. Il a été placé dans une école qui mettait en place la pédagogie Freinet, qui s'appelle la Maison d'enfants de Sèvres, qui est en banlieue parisienne, donc. J'ai mis cette double page là parce que c'est écrit. L'image qui est en haut à droite, qui est de Doury, est légendée. La plus belle école, c'est la Maison d'enfants de Sèvres. C'est dans cette école qu'il rencontre Bruno Richard. Donc c'est une école qui est d'une part vraiment tournée vers le fait de valoriser l'expression et la création artistique, mais qui s'adresse à des enfants qui viennent de familles compliquées, qui a été créée après la guerre, etc. Il rencontre Bruno Richard, qui a le même âge que lui, qui est né aussi en 56. Ils sont très amis très tôt. Ensuite, les deux partent faire des études. Donc, Pascal Doury, c'est une école de dessin industriel. Mais ils se retrouvent assez rapidement, je dirais que quand ils ont à peu près 20 ans. Et à ce moment-là, ils décident de créer Elles sont de sortie. Donc, le nom Elles sont de sortie est la féminisation d'une légende, d'une photo quelconque parue dans la presse. Je crois que c'était sur des jeunes gens qui sortaient en boîte le week-end. Et donc, Ils sont de sortie est devenu Elles sont de sortie. Il n'y a pas vraiment d'explication sur pourquoi cette féminisation, à ma connaissance. Mais la question de la réversibilité des genres est quelque chose qui est exploré allègrement et par Pascal Doury et par Bruno Richard. Donc d'emblée, quelque chose qui doit être précisé, c'est qu'Elles sont de sortie, donc ça apparaît en 77-78, ça n'apparaît pas du tout dans un contexte d'art légitime institutionnel. C'est dans un contexte spécifiquement français qui est très lié au départ pour Doury à l'illustration. Il est assez fasciné par une maison d'édition qui s'appelle Arline Cuist, à qui il adresse d'ailleurs des livres presque terminés
qui sont refusés. Et ça se voit dans son graphisme du début qui est très arrondi comme ça. Il y a aussi un horizon particulier français qui est tout l'écosystème de la presse alternative. Donc là, les deux images qu'on voit sont des titres notamment de bande dessinée, mais pas seulement, de science-fiction, etc. C'est quelque chose qui est assez spécifiquement français, cette culture assez acide de l'iconographie, proche de l'illustration, du dessin de presse, de la bande dessinée. C'est vraiment quelque chose qui les parcourt, tous les deux, Doury et Richard. Et c'est d'ailleurs, ils publient dans Charlie Mensuel, ils publient dans Harakiri, ils publient dans lequel j'oublie, Métal Hurlant. C'est vraiment l'écosystème de leur émergence. Une autre chose qu'il faut mentionner dans cet horizon d'émergence, c'est Bazooka. Donc Bazooka, je crois que c'est 75 ou 75-76 que ça démarre. Très rapidement, ils font des interventions quasiment quotidiennement dans Libération. Ça a un impact énorme. Et c'est quasiment leurs contemporains parce qu'ils ont à peu près le même âge, que Doury et Richard, d'ailleurs, essayent de faire partie de Bazooka. Ils se font claquer la porte au nez, ils les appellent. L'histoire est un peu obscure parce que personne ne se souvient très bien comment ça s'est passé, mais il y a une tentative de rapprochement entre les deux groupes. Et de toute façon, il y a une amitié qui naît, et notamment avec T5 Dur, Philippe Bailly, qui va publier pas mal dans Elles sont de sortie, de la part de Kiki Picasso aussi, mais surtout d'Olivia Clavel, qui va devenir très proche de Doury. Une autre chose qui est spécifique, pour le coup, vraiment à Elles sont de sortie, c'est leur tropisme américain et japonais. Donc Bruno Richard voyage très tôt, donc dès la fin des années 70, tout début des années 80, il va au Japon et il va aux États-Unis. Il rencontre Art Spiegelman, il rencontre Gary Panter, il rencontre Mark Bayer, il rencontre Veil, qui est l'éditeur de Research. Et au Japon, il croise Teruhiko Yumura, Kawamura aussi, je pense. Enfin, plein de gens qui sont des gens très importants dans le champ du graphisme alternatif à ce moment-là. Donc voilà, il y a un enracinement, enfin un milieu comme ça qui est lié à la bande dessinée alternative, mais qui déjà regarde ailleurs et qui est spécifiquement français. L'importance d'Elles sont de sortie est difficile à caractériser exactement. C'est donc à la fois le nom qu'ils se donnent en tant que duo, et un peu flexible, parce qu'il y a parfois d'autres personnes, mais c'est aussi le titre de leur publication. Rapidement, après les premiers numéros qui sont encore très très marqués par la bande dessinée, ce qui va faire selon moi leur importance, c'est qu'ils vont établir des canons qui vont être repris ensuite par ce qu'on va appeler le graphe-zine. C'est pas des choses qu'ils inventent forcément, mais c'est des choses qu'ils systématisent. C'est surtout des questions formelles. Il y a quelque chose de la saturation. De façon anecdotique, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens de reproduire tous leurs dessins en pleine page, donc ils en mettent 4 par page, ce qui n'est pas le cas sur la diapositive que j'ai là. Mais les tout premiers numéros, il y a donc sur une double page, il y a 8 pages en fait. Il y a 8 dessins pour des raisons de coût de production. Mais ils se rendent compte très rapidement que ça leur plaît comme ça, et donc c'est une voie qu'ils vont explorer. De toute façon, ils ont une manière de dessiner tous les deux qui est dans le maximalisme. L'autre question formelle qu'ils vont systématiser et donc dont ils vont faire une espèce de forme canonique du graphe-zine, c'est la primauté de la ligne et du dessin. La ligne, elle est particulièrement expressive. Dans un entretien assez tardif entre Bruno Richard et Alain Villa, qui est un de leurs éditeurs au début, il y a une citation que je peux faire, c'est quelque chose que dit Bruno Richard. Il parle d'une violence sans objet. Il y a une espèce d'expressionnisme qui ne tient pas compte de ce qui se passe, un expressionnisme du trait. Donc encore une fois, ce n'est pas les inventeurs de l'expressionnisme graphique, mais c'est quelque chose qui est systématisé. Ils sont dans l'expression la plus efficace d'une sorte comme ça d'électricité graphique.
Et ensuite, il y a des enjeux qui ne sont pas des enjeux strictement formels, qui sont notamment l'importance de la tonalité, c'est pas de la tonalité, l'importance de l'autobiographie. En fait, toutes les publications sont parcourues par leur vie personnelle. C'est pareil, Bruno Richard en parle dans un numéro de research consacré aux zines. Il parle de révéler les parties cachées de la vie quotidienne. Donc ils sont dans le dévoilement absolu, la transparence absolue de leur vie personnelle, intime, sexuelle. D'ailleurs, de façon pas du tout héroïque. Il ne s'agit pas de frimer, c'est assez misérable. Alors après, il s'envoie un peu des piques. Bruno se moque de Pascal parce qu'il est amoureux de sa voisine, que ça ne marche pas, qu'après il est coincé avec sa voisine. Enfin, mais tout ça apparaît en fait. Et donc ça apparaît beaucoup en marge des dessins et ça apparaît tout le temps. Alors, évidemment pas sur l'image que j'ai choisie là, qui est plus une manière d'illustrer la question et de la saturation et de cette espèce d'intensité graphique. Ça, c'est une double page de Art Dégénéré 83 qui est publié par Futuropolis, qu'ils avaient apparemment sous le coude depuis un certain temps pour le publier avec les humanoïdes associés. Et ça ne s'est pas fait, donc ils sont passés à la maison d'en face. Donc Futuropolis étant un éditeur, les humanoïdes étant un autre éditeur. Et une dernière chose qui me semble intéressante, parce que c'est aussi quelque chose qui a fait école, c'est un rapport au maximalisme. Il y a vraiment une logique de flux tendu, de flot permanent de création, de flot permanent d'images. Tous les deux dessinent absolument quotidiennement. Dès qu'ils ont du temps libre, s'ils n'en ont pas, ils se réveillent au milieu de la nuit pour dessiner. Enfin, j'exagère pas, c'est vraiment des protocoles de vie, entre guillemets, qui sont mis en place. Bruno Richard met en place des sortes de listes de tâches à faire un dessin, le redessiner différemment, comme ceci, comme cela. Il oblige tous ses amis à dessiner pareil, à refaire le dessin. Ils doivent se passer le dessin pour le redessiner. Enfin, il y a quelque chose comme ça de permanent. C'est de façon très explicite, c'est lié évidemment à l'angoisse de la mort. Et faire tout le temps, c'est exister, c'est vivre. Et il y a quelque chose presque de viscéral dans un sens organique et dans un sens presque digestif. Enfin, il y a beaucoup de métaphores scatologiques, notamment chez Bruno Richard, comme la production artistique, comme une production d'excréments. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Elles sont de sortie à ce moment-là, donc c'est les années... Là, c'est 83, ça démarre en 77-78. Tout au long des années 80-90, c'est distribué... essentiellement dans quelques librairies parisiennes. C'est pas du tout quelque chose qui a une grosse audience. Par contre, ça a un impact important sur les gens qui voient ces objets-là, mais ça n'est pas, ce sont pas des stars. Alors ensuite, je passe à quelques numéros qui me semblent marquants d'elles sont de sortie, pilotés par Doury. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres gens, par exemple. L'image au milieu en bas, c'est clairement Bruno Richard. En haut à droite, il y a du Max. Il y a aussi un dessin de Nathalie, la mère de Dora Diamant et la compagne de Doury à ce moment-là. Ça, c'est une publication qui s'appelle Dans le Culbe, qui est publiée par Lapart, qui est un acronyme dont je ne retrouverai pas exactement le nom, mais Association pour adultes avec réserve, je crois. Cette double page-là, comme c'est composé, c'est comme ça va apparaître dans le livre qu'on prépare. En fait, c'est un seul livre dont on voit là plusieurs doubles pages. Ce qui est très intéressant dans cette publication-là, c'est la manière dont Doury recycle l'histoire de l'art, et notamment l'histoire de l'art moderne. Alors, il le fera aussi avec des choses qui sont plus contemporaines. Il va recycler Dan Flavin, il va redessiner... je me demande s'il ne redessine pas du Dietmann, enfin des choses de cet ordre-là, ou du Beuys. Mais essentiellement, ces références formelles, c'est Stepanova, Goratchova, les suprématistes russes. Là, on voit des choses qui ressemblent en bas à droite à ouais, peut-être même du Malevich, et en haut à gauche à du Picasso. C'est quelque chose qui est assez intriguant, cette manière de s'emparer du modernisme. Je
je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à la façon dont le modernisme est établi dans l'histoire de l'art. Il y a une manière d'être dans les classiques. Et c'est quelque chose qui parcourt beaucoup Doury. Il y a quelqu'un d'autre qui est là ce soir qui travaille au Louvre et qui me racontait qu'il ouvrait le Louvre à Doury quand le public n'était pas convié. Donc Doury pouvait faire des visites privatives du Louvre et qu'il était apparemment absolument un puits de science sur cette histoire de l'art classique. Donc je pense que c'est la queue de comète de ce classicisme, c'est le modernisme. Et puis après, il y a tout un jeu de s'inscrire soit avec son récit personnel, puisque à la fin du livre, c'est des sortes de notes presque diaristiques. J'ai acheté une machine à laver, ça m'a coûté tant, ça m'a coûté plus cher que si j'avais acheté une dose d'héroïne, ça fait un trou, Nathalie n'est pas contente, etc. Donc il y a une manière de mêler comme ça profondément une sorte de fiction qui serait l'histoire de l'art et un récit autobiographique. C'est plus compliqué que ça et c'est plus ambigu que ça, puisque l'histoire de l'art, c'est aussi une manière de s'inscrire dans quelque chose de légitime et de glorieux, mais tout en le tirant vers quelque chose de plus prosaïque. L'autre publication dont j'ai mis des images, c'est L'âge d'or de Dora Diamant, qui est publié en 87, qui, je crois, est une auto-édition. Ce qu'on voit là, c'est le fait qu'ils mettent donc des légendes, qui ne sont pas forcément en lien direct avec les images. Donc, le vrai jus d'une orange fait pleurer Dora Diamant. La pâte à modeler alimentaire Plaido est simple et ses possibilités infinies, ce qui est vrai. Donc c'est toute une série de dessins comme ça, familiaux, d'un jeune couple qui vient d'avoir un enfant. Mais c'est globalement compliqué. Il y a beaucoup de tendresse, mais il y a aussi quelque chose d'assez claustrophobique. J'ai regardé en préparant, il n'y a pas un dessin en extérieur. Tout est fermé. Alors, ce n'est pas les meilleurs exemples pour ça, mais tout est fermé par des perspectives. Donc, on termine sur le coin de la pièce avec un papier peint comme, très géométrique, très saturé, qui remplit l'image. Et en premier plan, en plus, il y a tous ces effets graphiques comme ça d'explosion, d'éclairs, d'électricité. Ça ne donne pas un aperçu particulièrement joyeux de cette enfance, en tout cas de ce moment-là familial, même s'il y a beaucoup de choses qui sont plus joyeuses quand même, enfin plus tendres. Il y a beaucoup de choses qui sont liées aussi, alors c'est pareil, j'ai pas forcément pris le meilleur exemple pour ça, mais il y a beaucoup de choses qui sont liées aussi au corps et à la façon dont le corps produit de la matière. Donc il y a beaucoup de caca qui sont dessinés de façon très, très jolie, très nette, mais c'est quand même très présent. Une autre chose qui peut être dite sur cette publication-là, mais de façon générale, c'est le rapport à la fiction. C'est-à-dire qu'on regarde ça pas forcément comme un livre autobiographique, et je me faisais la remarque que le fait d'appeler sa fille Dora Diamant, donc Dora Diamant, c'est le nom de la seule compagne qu'on connaisse à Kafka, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui est juive, hassidique. La question de la judaïté est aussi quelque chose de compliqué pour Doury, puisque l'hypothèse de son père inconnu, c'est que ce serait un père juif. Et il y a c'est une thématique qui traverse tout Elles sont sorties. Donc le fait d'appeler sa fille Dora Diamant est presque un geste de mise en scène, c'est presque un nom de personnage. Et je me faisais cette remarque-là en réfléchissant, qu'il y a quelque chose dans le fait de d'écrire une vie qui est presque déjà une vie de fiction. Et la dernière publication, donc, est toujours un peu associée à Elles sont sorties, même si celle-là, elle est je ne suis pas sûr qu'elle s'inscrit dans la numérotation d'Elles sont sorties, qui est une autre histoire particulièrement compliquée. Donc celui-là s'appelle Nathalie, donc c'est après le décès de Nathalie, la mère de Dora.
Et c'est une sorte de mausolée. En fait, il se termine sur la page qu'on voit en bas à droite, qui est le certificat de crémation, et qui est rempli de photos qui sont collées dans le livre, et de dessins, des dessins de Dora. Il y a quelques dessins aussi de Nathalie. Il y a quelque chose comme ça de très solennel dans ce livre-là. Et ça renseigne sur la façon dont Doury charge l'objet livre comme quelque chose qui a des vertus curatives. Enfin, il y a quelque chose de penser les plaies d'un décès. Il y a quelque chose aussi de faire monument, donc de résister au passage du temps. Enfin, il y a un certain nombre de possibilités presque magiques du livre, de l'objet imprimé, qui sont pleinement explorées par Doury. Ici, c'est frappant, mais c'est le cas dans toutes ses publications. Ensuite, je vais parler des quelques rencontres elles sont de sortie avec l'institution, qui ne sont pas très concluantes. Donc là, c'est pareil, c'est une double page qui est extraite du livre qu'on prépare. On va faire sauter les petits numéros qui sont très moches. Donc ça, c'est des vues de l'exposition de 84 à Les Lacs. Donc Les Lacs, c'est l'espace lyonnais d'art contemporain, c'est dans la gare de Perrache. Celui qui les invite, c'est Thierry Raspail. C'est avant qu'il fonde la Biennale d'art contemporain et le musée d'art contemporain de Lyon. À ce moment-là, il est commissaire indépendant. Et en fait, il entend parler d'elles sont de sortie par Francis Mas. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Et Francis Mas, c'est un auteur de bande dessinée. Donc je trouve que c'est intéressant le fait que la première irruption d'elles sont de sortie dans un champ institutionnel, ce soit quand même via la bande dessinée. Donc l'exposition est relativement conventionnelle en tant qu'expo. Il n'y a pas de critique institutionnelle, il n'y a pas de déconstruction du format exposition. C'est des très grands formats comme ça, des silhouettes faites par Bruno Richard. Donc là, c'est Doury qui pose devant une grande silhouette de Richard. Il y a des boîtes de Doury dont je vais reparler un peu après, donc qui sont des mises en volume sur plusieurs plans d'images. Il y a quelques dessins, je crois qu'il y en a 21 de Tissinc Dur, donc Philippe Bailly. Il y a Catherine Dard, qui est aussi une collaboratrice. Donc ils sont 4, donc Doury, Richard, Tissinc et Catherine Dard. Mais ce qui va poser problème dans cette exposition, c'est le catalogue. Donc là, je vous épargne les images les plus dures parce qu'elles sont vraiment petites. Mais ils obtiennent des commissaires de s'occuper intégralement du catalogue, de piloter de A à Z la fabrication, la mise en page, etc. Et ils ne le montrent pas jusqu'à ou la veille ou le jour du vernissage. Et donc c'est un livre qui est muet. Donc il y a une jaquette qui, elle, porte l'identité visuelle du centre d'art. Mais Bruno Richard le conçoit sans la jaquette. C'est donc un livre toilé, noir. Il n'y a rien sur le dos, rien sur la couverture, rien à l'intérieur en termes de texte. Et c'est une alternance d'images de cadavres et d'images pornographiques. Donc les images de cadavres viennent de ce qu'on appelle l'enfer à Libération, c'est-à-dire l'endroit où on stocke toutes les images immontrables, mais qui existent, que des reporters de guerre, par exemple, ont pris en photo. Et par contre, la partie pornographique vient de la collection personnelle de Bruno Richard. Ça passe pas du tout, ça fait scandale. Il y a une association catholique quelconque qui s'empare, je ne sais plus, de la défense des petits-enfants, qui s'empare de ça et qui essaie de faire interdire l'exposition. Ça se passe pas bien. Les commissaires ont l'impression d'avoir été un peu couillonnés. Ils sont plutôt dans le camp de elles sont sorties néanmoins. Mais donc le catalogue part au pilon, il y a seulement quelques copies qui sont sauvées par Bruno Richard, et notamment celle-là, elle a été sauvée par le collaborateur de Thierry Raspail, qui s'appelle Thierry Pratt, qui a aussi été son collaborateur ensuite au musée et à la Biennale. Donc ça se termine un peu en scandale et pas très bien. L'expo est quand même interdite aux moins de 18 ans, alors que vous avez vu les images d'avant, c'est pas particulièrement violent. L'année suivante,
ils exposent à Paris, donc à l'Arc, qui est la galerie Atelier Recherche-Création du Musée d'Art moderne de la ville de Paris, dont s'occupe à ce moment-là Suzanne Paget. Voilà. Ouais, à ce moment-là, je crois qu'elle est vraiment sur l'Arc avant d'être, je crois, ensuite sur le musée. Cette invitation-là, elle se fait via Hérault, le peintre Hérault, qui ne les connaît pas personnellement, mais qui aime ce qu'ils font et à qui on demande qui tu voudrais voir à l'Arc pendant ton exposition monographique au musée, et il dit elles sont de sortie. Pour le coup, l'exposition elle est plus ambitieuse dans la mise en volume, donc il y a cette espèce de longue estrade avec des personnages qui sont aussi... il y a quelques boîtes, il y a des choses qui sont plus vieilles, qui recyclent, mais il faut une sorte de frise, il y a des vitrines qu'on ne voit pas là. Mais par contre, ça n'a pas un écho ni un succès phénoménal. Et même dans Libération, où travaille Doury, j'avais noté une citation de la critique de Libé. Parce que donc en même temps, il y a Hérault, il y a les Béchers et il y a Elles sont de sortie. Et donc il y a Brigitte Polino-Netto dans Libération qui titre Les flèches émoussées de l'Arc. D'un côté, les Béchers, Bernd et Hilla, et leur patient travail photographique en pays minier. De l'autre, Hérault et ses invités, Doury et Richard, à la poursuite des bandes dessinées. Quel rapport? Aucun, la cible est manquée. Donc j'ai pris la citation la plus synthétique, mais c'est globalement très déçu, c'est pas intéressant, c'est strident, etc., etc. Donc globalement, les deux expériences qui se suivent, 84-85, avec l'institution, même si je fais un raccourci un peu facile, l'expérience, elle n'est pas très concluante, et les expos qu'il y aura par la suite seront jamais aussi ambitieuses. Alors c'est à modérer, mais en tout cas, seront toujours dans des lieux privés. Donc dans des galeries privées, même en appartement. Voilà. Donc j'ai parlé pas mal des boîtes. C'est ce que j'ai choisi comme iconographie pour parler du travail en volume de Doury, qui est un travail assez peu montré. Déjà parce qu'il n'est pas reproduit dans les numéros d'Elles sont de sortie, ou très peu, et quand il est reproduit en écrasant les perspectives. Donc on est dans un traitement de l'image qui donne l'impression qu'on est sur des choses en 2 dimensions, alors que c'est quelque chose qu'il a fait quasiment toute sa vie. On devine, je pense, peut-être pas, j'allais dire qu'on devine une boîte en bas à gauche, mais donc il y a des boîtes plus ou moins compliquées, et qui jouent avec cette idée du visible et de l'invisible. Il y a un entretien vidéo qui est une interview de Pascal Doury par Jackie Berroyer, je pense pour Métal Hurlant, où Doury explique qu'il peint même des endroits qui sont invisibles, qui ne sont pas vus par le spectateur, même par la personne qui possède la boîte. Donc c'est des choses qui sont sous l'endroit qu'il a collé ou à l'arrière du plan qu'on voit. Donc il y a ce jeu-là, comme ça, très totalisant de surface absolument systématiquement recouverte, même quand elle ne s'offre pas au regard. Et tout ce jeu sur la surface image sera quelque chose qui va développer par la suite. Mais un autre versant de cette question de l'invisibilité, c'est que les objets eux-mêmes sont invisibles parce que donc Doury a eu une période où il a été toxicomane, et les œuvres étaient aussi vite faites qu'elles étaient vendues. Pour financer sa consommation. Je pense que c'est quelque chose qu'il a arrêté assez tôt quand il est devenu père, mais ça laisse quand même une période importante durant laquelle il produit énormément de boîtes. Et même après avoir fait des années de recherche sur le sujet, j'entends parler de personnes qui auraient des choses. Enfin, ça rend les choses mystérieuses, et parfois elles ne sont même pas photographiées. Donc là, en l'occurrence, à gauche, c'est une vue c'est un volet du carton d'invitation de l'expo à la galerie Area, qui est la galerie fondée par Alain Villa, dont j'ai parlé très brièvement, qui est un des éditeurs du tout début. Et je pense que la photographie à droite, c'est dans la même exposition, j'en suis pas sûr à 100%. Et il y a une photo de Dora, d'ailleurs, assise à côté d'un de ses personnages. Donc après, il y a des variations. On devine à gauche un début d'arbre. En fait, l'arbre, il est très, très ambitieux. Dans les vues d'expo, c'est quelque chose qui fait presque 5 mètres de large.
la théorie de Bruno Richard sur ces personnages d'ailleurs sans cheveux. Alors là, en l'occurrence, il y en a un qui a une houppette, mais il y en a beaucoup qui sont sans cheveux, c'est que c'est lié à la maladie de Nathalie, qui est décédée d'un cancer. Alors, j'enchaîne tout de suite avec ce à quoi Doury se consacre à la fin de sa vie, donc à la poésie. J'ai une citation qui n'est pas particulièrement spectaculaire, mais qui est explicite, parce que j'ai pas mal discuté avec Charles Penquin. Donc là, c'est un collage collaboratif Doury-Penquin. Et Penquin me disait, quand je lui disais, après avoir fait ses BD, après avoir eu aussi cette vie, tu as fait quoi? Il me disait, je me suis mis à la poésie. Donc c'est quelque chose qui est très conscientisé par Doury à partir de 97 et les premières revues qu'il va fonder avec Christophe Darcos, Cataline Molnar et Penquin, et d'ailleurs une aussi avec Nathalie Quintane et Vincent Tholomé. C'est son activité. Son activité, c'est lié à la revue de poésie, qui a un format spécifique, qui a aussi une histoire en France, mais pas seulement. Mais les derniers objets, notamment Patate, mais Poésie prolétaire, c'est vraiment des objets qui ont une dette, qui s'inscrivent, plutôt qu'avoir une dette, dans cet horizon-là de la poésie. Donc là, j'ai mis cette image parce que j'aime bien Homer Simpson, mais aussi parce que ce poème... Homer deviendra Omar dans l'édition qu'en fait Penquin, dans la version finale qui est imprimée de Penquin. Et donc on voit Homer m'a tué, qui fait une référence directe à Omar. Donc celui-là est inédit et c'est Laurent Cauvet qui l'a numérisé. Là j'ai mis c'est un livre que j'aime beaucoup, qui n'est pas signé, mais qui est un livre qu'il a fait avec Christophe Darcos, aux éditions secrètes. Donc en fait, les éditions secrètes, ça n'existe pas, c'est Pascal Doury. Je ne sais plus par quel habile tour de passe-passe ils sont domiciliés à Versailles, mais les éditions secrètes qui n'ont sorti qu'un livre sont effectivement domiciliées à Versailles. C'est une grande rencontre. Penquin l'est aussi, mais c'est une grande rencontre de la fin de la vie de Doury, Darcos. Il y a beaucoup de projets qui sont menés ensemble. Ça se passe pas toujours bien. Je crois que Christophe Darcos était pas toujours quelqu'un de facile, mais ce livre-là est une réussite. C'est un petit format, donc au blond comme ça, et c'est quasiment que des intitulés à la première personne et l'image d'un personnage dessiné par Doury sur la gauche. Je pense que les dessins originaux que je ne connais pas sont en couleur au départ. Ils sont reproduits là en noir et blanc avec Darcos et avec Cataline Molnar. Donc ils vont fonder Poésie prolétaire, qui aura 2 numéros. Il y a apparemment un 3e numéro qui n'a jamais été publié, qui est vraiment une revue assez passionnante. Et Doury est crédité comme directeur de publication. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va inviter des gens. C'est une sorte de pré-Patate, pour ceux qui connaissent Patate. Il va inviter des gens qui viennent d'horizons très différents. Et donc, par exemple, il y a Nina Childress, mais il y a aussi Kathleen Caverne, qui est quelqu'un qui est beaucoup plus inscrit dans un circuit marginal. Il va faire cohabiter ces gens-là au sein d'une revue dans laquelle il y a aussi des textes de Doury. Ce qui est intéressant dans la manière dont il se jette dans la poésie, c'est qu'en fait, Doury, il n'est pas analphabète, mais il fait énormément de fautes d'orthographe. Il est très complexé par son rapport à la langue, ce qui étonne d'ailleurs beaucoup les gens qui lui rendent visite, parce qu'on a vu dans les photos que David montre, qui sont très nombreuses. En fait, chez lui, c'est vraiment un lieu d'érudit. Il y a un goût certain pour les images, mais il y a aussi une bibliothèque assez phénoménale. Et pourtant, il a ce complexe-là, ce rapport très compliqué avec l'écriture et la langue. Et il y a quelque chose presque d'un exorcisme dans Poésie prolétaire. Je pense que c'est dans le 1er numéro, mais je peux dire une bêtise, où il va publier, et son texte de poète, c'est les cartes postales qu'il envoyait à ses parents quand il était petit. Donc, qui sont retranscrits, qui sont tapés par Cataline Molnar, avec les fautes d'orthographe. Donc, cher papa, chère maman, je vais bien, Jean-Luc a perdu son maillot de bain, ce genre de choses.
et qui sont présentés comme un poème avec des jeux typographiques où on reprend la manière dont il fait certaines lettres, notamment le A, je crois. Il y a quelque chose là d'un engagement qui, à mon avis, révèle le regard qu'il porte sur lui-même. Et je crois... Et donc la dernière chose dont je parle, c'est quelque chose qui est assez gigantesque. Donc c'est son projet qui s'appelle l'Encyclopédie des images. J'ai du mal à dater exactement le début. Ce que je comprends, c'est que c'est à peu près 96-97. Il va le faire jusqu'à la fin de sa vie. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup essayé d'explorer. Ça n'a pas toujours été simple. Tiffany Blanc, avec qui je travaille sur le livre, a aussi mis le nez dedans depuis quelques années. Et donc on a croisé nos efforts. C'est donc une somme de au moins 380 numéros individuels, qui sont donc ensuite à plusieurs exemplaires, mais qui sont différents, à 5, tous ou presque, à peu de choses près, en noir et blanc. Donc le papier est de couleur, mais l'impression est en noir et blanc. Pareil, il y a quelques exceptions, mais c'est très ponctuel. De tout type d'images. Et donc il y a des images qui sont des images prises à la presse. Donc on voit Marc Dutroux, il y a un Johnny en bas. Donc il y a Florence Ray, qui est une figure presque iconique dans le panthéon de Doury, parce qu'il y avait des photos de Florence Ray qui étaient affichées chez lui. Mais il y a aussi Nina Childress, là, il y a une espèce de petit garçon là, qui fait pipi. Je pense que c'est un dessin de le genre de jouet qu'on trouvait dans les lessives. Il y a toute une série de dessins comme ça par Nina Childress. L'espèce de personnage féminin qui penche la tête en arrière, c'est aussi Nina Childress. Donc, mais il y a aussi les suites de mots. Il y a du Tarkos, il y a du Molnar. Donc toutes ces choses-là coexistent. Sabine Maché aussi, je crois, dans cette espèce d'atlas. Je dis atlas parce qu'il y a vraiment un projet qui est un projet de cartographie. En fait, c'est même explicite, ce qui est assez rare chez Doury, parce qu'il y a un numéro qui est signé Doury Tarkos, qui ressemble à la mise en format édition d'un projet de film qu'ils ont. Mais il y a un justificatif, il y a quelque chose une forme d'argumentaire théorique. Et donc, dans cet argumentaire-là, il y a notamment cette phrase la matière première est la matière première, qui est très Tarkos, mais qui renseigne, je crois, sur un rapport presque borghésien à la carte à l'échelle 1. Il y a quelque chose on cartographie le monde à travers les images, et en fait, c'est la taille des images. Enfin, il y a quelque chose qui se joue, que j'articule peut-être pas d'une façon très limpide, mais pour moi, il y a quelque chose d'un effort comme ça de cartographie qui rejoint, je crois, l'effort des boîtes et de ce rapport à la surface et au plan, et au papier peint. Et d'ailleurs, un projet qu'ils font pour une bourse quelconque à Marseille, ensemble, Tarkos et Doury, et qu'ils n'obtiendront pas, est un projet de papier peint fait avec les numéros de l'Encyclopédie des images. Et donc après, il y a évidemment des mises en abîme. Là, sur la page de droite, il y a évidemment des numéros avec marqué images. Il y a toutes les pages là, du dictionnaire dont c'est des définitions, images, imaginaire, imagier, imagerie, iconique, etc. Donc tout ça est très, encore une fois, conscientisé et, à mon sens, très excitant à découvrir, parce que les choses font sens. Et on retrouve la passion pour le modernisme. Il y a des obscurs modernistes hongrois. Enfin, les Hongrois trouveraient qu'ils ne sont pas obscurs, mais moi je les trouvais obscurs. Mais il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi des choses trouvées. Hein. Ça va de choses très banales, des radiographies. Là, on voit en bas, sur la page de gauche, l'image en bas à droite. Donc, c'est Halte à la violence et au trafic de drogue. C'est un flyer qu'il a dû récupérer dans sa boîte aux lettres et qui est répété. Hein. C'est juste le même. Toutes les pages, c'est
halte à la violence et au trafic de drogue. Et, mais avec ça cohabitent des choses comme l'image qu'on voit sur un fond orange, qui est en fait un agrandissement illisible des photos qui sont les photos médicales que prennent les bourreaux des gens qu'ils vont tuer. Donc, il y a globalement, de toute façon, quelque chose qui traverse toute l'œuvre qui est lourd et qui est dur. Mais donc, ce travail-là, puis qui est un travail particulier parce que les images sont retravaillées, va cohabiter avec des choses qui sont vraiment de l'ordre du recyclage, de la réappropriation, etc. Et je ne sais plus, voilà ce que j'avais mis à la fin. Ça, c'est juste pour le plaisir de montrer des dessins inédits. Il y en a beaucoup, je ne sais plus combien, au moins 200. Qu'on a, ça serait prétentieux de dire retrouvés, mais disons qu'ils étaient quand même un peu enterrés dans un des derniers lieux où il a exposé, qui est à Amsterdam, la galerie Lambic, qui est une galerie dédiée à la bande dessinée. C'est pareil, je trouve que c'est toujours intéressant de voir que c'est là qu'il expose. Et donc, ils avaient gardé toute l'exposition, et qu'ils ont toujours, et dont ils sont propriétaires. Et il y a, c'est ça, 200 dessins, et qui sont des très grands formats, en fait, qui sont au moins 1,20 m, et dont on y retrouve un certain nombre d'interrogations qu'il nourrit. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'intelligibilité de la figure humaine. Donc on est toujours à la frontière de ce qu'on peut lire comme une figure d'altérité. Donc il ne reste plus grand-chose, il reste là dans des personnages qui récupèrent des sortes de mascottes de je ne sais pas quoi, un chewing-gum ou quelque chose, 2 yeux, un nez, une bouche, et c'est quelque chose qui va beaucoup explorer. Il va être dans une espèce de réduction comme ça à la fin de sa vie. J'ai pas mal parlé des questions liées à l'institution. Je ne sais pas si ça éclaire d'une manière judicieuse ou pas la façon dont il apparaît dans l'expo, dont l'œuvre en tout cas de Doury apparaît dans l'expo de David. Mais il y a en tout cas quelque chose qui est irrésolu dans le rapport de Doury à l'institution. Je suis un peu méfiant, enfin je ne veux pas non plus faire trop la fine bouche, mais c'est un personnage dont il est facile de faire un totem. Enfin, c'est quelqu'un marginal, à la fois brillant, érudit, etc., mais en même temps complexé, d'un milieu social. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui se croisent, qui font qu'il est facile à totémiser. Et c'est quelque chose vis-à-vis de quoi je suis, moi, un peu embêté. Pour revenir sur les photos et le fait qu'elles soient montrées dans l'expo, c'est vrai que donc Eugénie Lavenant, qui était la dernière compagne de Doury, m'avait dit qu'il voulait en faire un musée. Donc s'il n'y a pas, à mon sens, du tout... Enfin, il faut entendre ce que je dis, c'est pas du tout un contresens de montrer les photos de l'appart. Il y avait, dans sa manière de constituer cet espace-là, quelque chose d'artistique quelque part. Donc évidemment, ça aurait été assez rapidement dispersé, et ça n'aura pas... Enfin, je ne sais pas comment ça aurait pu, de toute façon, être possible. Je sais que Tiffany Blanc a essayé de garder un inventaire, notamment des livres, mais c'était pas si simple que ça. Enfin, plein de choses étaient compliquées, ce qui fait qu'il y a quand même une partie des choses qui a disparu, et les photos ont cette fonction de retrouver au moins ce qui était au mur. C'est à peu près tout ce que j'avais écrit. Non, voilà, je finissais sur le fait que c'était des choses que j'ai déjà dites. Sur le fait que c'est surprenant que ce soit... Enfin, c'est pas surprenant, c'est révélateur que sa dernière exposition de son vivant, c'est dans une galerie de bande dessinée, alors que je crois... Il faut entendre aussi ce que je dis, c'est pas du tout une dévalorisation de la bande dessinée, mais je crois que ça n'est pas de la bande dessinée, par contre.